Restez avec nous, s'il vous plaît, parce que dans un instant, on se retrouve pour C'est un monde. À l'occasion des Jeux Olympiques, encore, les Jeux Olympiques d'hiver, eh bien, figurez-vous qu'on va vous emmener dévaler des pistes de stations de ski. Mais alors, pas franchement les stations auxquelles vous pouvez vous attendre. Non, elles ne sont pas tout à fait comme les autres. Elles sont plutôt, d'ailleurs, atypiques, originales, insolites ou carrément méconnues. Alors, préparez-vous à sortir, effectivement, des sentiers battus. Alors, où ça? En Islande, joli domaine. Au Brésil, ah, il y a de la neige là-bas, ouais. Et en Inde, oui, il y a l'Himalaya, et puis au Proche-Orient également, parce qu'il y a de belles montagnes là-bas. Rendez-vous donc dans 3 minutes, le temps de réviser votre plante et bâton. Hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. Il y a quelques jours, elle avait mal au genou. Mais là, elle n'arrête pas. Voltaren Actigo 2% intense agit localement sur la douleur. Voltaren Actigo 2% intense, une application toutes les 12 heures pour soulager la douleur. Efficacité cliniquement prouvée. Médicament contenant du diclofénac, indiqué en cas d'entorse légère ou contusion, pas avant 15 ans, ne pas utilisé chez la femme enceinte. Chez Leadbang, partagez vos instants nettoyage. En fait, j'ai 2 vies. J'ai mon travail qui est assez stressant et mon chez-moi, c'est ma bulle. J'ai pas envie de perdre mon temps à faire le ménage. Moi, c'est vraiment du tac, rapide, faut que ça soit propre et on n'a pas besoin de repasser derrière, donc ça me va très bien. Un truc aussi efficace que Silite, c'est un vrai confort. Silitbang crasse et calcaire. Dites bang à la saleté. Et pour les grandes surfaces, utilisez Silitbang Mousse Active. Son embout extra large permet de nettoyer facilement un maximum de surface. Silitbang Mousse Active, dites bang à la saleté. Oh, un mal de gorge peu intense et sans fièvre? Pas maintenant. Vite, Strepsil lidocaïne. Son anesthésique locale, la lidocaïne, agit rapidement pour soulager la douleur. Joyeux anniversaire! Strepsil lidocaïne, médicament pas avant 6 ans. Les enfants à table. Allez, on va dîner. Ah non, avec Liebig, on ne dîne plus. On soupe. Ce soir, soupe Liebig potiron kiri et croque-monsieur. Liebig, on ne dîne plus, on soupe. Et Liebig, c'est fabriqué en France. Découvrez aussi les délicieuses soupes bio de Liebig. J'aime les cheveux blancs. Enfin, pas sur moi. Nouvelle coloration Excellence Crème Brunette. Spécialement formulée pour les bruns profonds, ses pigments neutralisants évitent que la couleur ne vire au roux. Plus de reflets cuivrés et plus un seul cheveu blanc. C'est le soin ultime pour le plus intense des bruns. Nouvelle coloration Excellence Crème Brunette de L'Oréal Paris. Parce qu'elle le vaut bien. Parce que vous le valez bien. Ah mon Pierrot, goûte-moi le camembert de campagne. C'est toutes les saveurs de la campagne. Infini plus longtemps, il en a du goût. Ah oui, Tu vas pas te tromper. camembert de campagne président. Si vous cassez, alors réparez. Propre, précis, facile à doser. Superglue 3 Perfect Pen de Loctite. Les verrues non traitées peuvent se propager. Les experts Scholl recommandent SOS Verrues. Il élimine par le froid la verrue à la racine. SOS Verrues est efficace en un seul traitement et bénéficie d'un système sécurisé. SOS Verrues de Scholl. Ce produit est un dispositif médical. Et en hiver, vos pieds se dessèchent et des crevasses douloureuses peuvent apparaître. Les experts Scholl ont développé la crème reconstituante K+. Sa forte concentration en urée pénètre rapidement et répare les talons crevassés pour des pieds doux et apaisés. Crème reconstituante K+, de Scholl. Laissez les fuites urinaires me dicter ma tenue grâce à Tena, pas question. Découvrez les serviettes Tena Lady Discrete avec triple protection contre les fuites, les odeurs et l'humidité. Remarquablement sûre et étonnamment discrète. Désormais, portez la tenue que vous voulez. Avec Tena, soyez vous-même. Tena est un dispositif médical. Télématin continue avec les recettes équilibrées de la cuisine d'Océane. Télématin continue avec Interflora. Madame, monsieur, vous pouvez chausser vos skis et vous laisser glisser vers de nouvelles aventures. Cette semaine, à l'occasion des Jeux Olympiques et bien sûr des vacances scolaires, les stations de sport d'hiver sont à l'honneur. Mais attention, pas n'importe quelle station, non. Préparez-vous à sortir des sentiers battus avec un florilège de destinations qui ne vous laisseront pas de glace, bien sûr. Alors, pour nous mettre sur la piste, voici nos moniteurs certifiés du jour. Hakim Abdelkalek qui nous emmènera en Islande. Fanny Lothaire, notre correspondante au Brésil. Nicolas Bertrand, que l'on rejoindra en Inde. Et enfin, Franck Genozo, qui lui nous attend
à Jérusalem. Et en raison du décalage horaire avec certains de nos correspondants, vous le savez, toute la séquence qui suit a été bien sûr enregistrée. Alors, pour la première escale, direction le nord-ouest de l'Europe pour une expérience de glisse époustouflante. Bonjour Hakim. Vous êtes actuellement à Londres, mais c'est bien sûr les montagnes enneigées d'Islande que vous avez décidé de nous emmener skier. Alors attention les yeux et les sensations, parce que là-bas, je me rappelle que c'est un mélange volcan, glacier et océan. Effectivement, et c'est ce qui attire évidemment les touristes britanniques en Islande, un pays qui connaît un véritable boom touristique, plus 20 à 30% de touristes chaque année. Alors qu'est-ce qui attire les touristes britanniques en Islande? Eh bien tout d'abord le prix, ça ne coûte pas très cher d'aller là-bas en Islande. Vous trouvez des Londres-Reykjavik pour 100, 200 euros sur des vols low cost. Et puis la deuxième raison, évidemment, c'est le pays lui-même. C'est un pays mystérieux avec des étendues sauvages à perte de vue qui n'a pas encore été véritablement domestiqué par l'homme. Et donc c'est devenu un paradis pour les skieurs hors piste, mais également pour les skieurs débutants. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage concocté par Anto Philopi et Élise Derbomech. Il vous faudra parfois affronter le blizzard islandais, contourner glaciers et geysers et traverser des étendues de plusieurs centaines de kilomètres. C'est à ce prix que vous pourrez atteindre ce bout du monde pour un ski hors norme. Un décor où les montagnes enneigées contrastent avec l'immensité de l'océan. L'Islande est de plus en plus prisée par les skieurs les plus chevronnés. Ici, on peut partir en expédition pour skier sur un volcan ou face à l'océan. Des descentes à couper le souffle pour une expérience unique au monde. Surfant sur cette mode, des stations de ski tentent de se développer dans le pays, comme ici, à Tindastól dans le nord. Le soleil se lève à peine, mais une classe de primaire islandaise est déjà prête à dévaler les pistes. Notre village est à un quart d'heure de route. On amène les enfants car on veut qu'ils apprennent à skier. C'est magnifique ici. J'aime vraiment cet endroit. Je ne voudrais être nulle part ailleurs. C'est un peu notre secret. Un secret bien gardé au cœur du mont Tindastól. Les pistes sont quasi désertes pour le plus grand bonheur des élèves. C'est super sympa. J'adore skier sur cette piste du Tindastól. Je trouve ça trop bien pour skier. On a l'impression d'avoir des papillons dans le ventre, surtout quand il y a du vent. La neige vient dans tes yeux si tu n'as pas de masque pour te protéger. Ça peut être un problème pour quelqu'un qui n'est pas préparé. En Islande, pays de la glace, la météo peut être capricieuse. Pas de quoi faire peur à Sira Quitiquit. Cette Américaine originaire de l'Utah a décidé de faire le voyage et se lancer un défi. Il y a un an, j'étais masseuse et je travaillais pour une chaîne de burgers. J'ai traversé une crise existentielle à 25 ans. Alors j'ai décidé de changer de vie et de devenir skieuse professionnelle. Être ici aujourd'hui en Islande, c'est irréel. Sira est accompagnée de Jess Macmillan, une des championnes du monde du ski freeride, c'est-à-dire hors piste. Une expérience précieuse, car une fois déposée au sommet, des pistes, il n'y en a aucune. J'ai du mal à réaliser, c'est complètement dingue. Un paradis pour skieurs, dans ce qui est pour certains le bout du monde. Alors, ce qui est frappant et magique à la fois, Hakim, c'est que sur ces grandes étendues, il n'y a pas un seul arbre. Vous allez me dire peut-être que c'est normal parce qu'on est très, très, très au nord quand même.
Mais écoutez, oui, effectivement, vous risquez pas de vous prendre, entre guillemets, un arbre lorsque vous skiez en Islande. Et lorsque vous discutez un petit peu avec les Islandais et que vous demandez mais pourquoi n'y a-t-il pas d'arbres, eh bien, il y a deux explications qu'ils vous donnent. D'abord, une explication géologique. Vous l'avez vu, c'est un pays volcanique. Il y a encore 200 volcans actifs en Islande. Et puis, au fur et à mesure des siècles, eh bien, avec les éruptions volcaniques, eh bien, la lave a progressivement tué toute la végétation. Et cette végétation, aujourd'hui, eh bien, elle n'arrive plus à repousser. Et puis, il y a une deuxième explication qu'on vous donne, qui est une explication plus historique. Les Vikings, lorsqu'ils sont arrivés en l'an 1000 et qu'ils ont colonisé l'Islande, eh bien, à force d'utiliser le bois pour se chauffer ou pour s'abriter, on finit par épuiser la végétation. Résultat, il n'y a plus d'arbres ou presque en Islande. Alors, dernière question, Hakim, j'imagine quand même qu'il y a des stations de ski un petit peu plus proches que l'Islande par rapport à l'Angleterre. Les Britanniques vont où sinon ? Alors les Britanniques, évidemment, ils viennent en Europe, ils viennent en France skier, puis lorsqu'ils veulent skier dans le Royaume, alors c'est vrai que le Royaume n'est pas spécialement réputé pour ses stations de ski, mais vous trouverez enfin comme quelques belles pistes, notamment en Écosse, où vous pourrez admirer le Ben Nevis, qui est le point culminant de la Grande-Bretagne, 1344 mètres. On est quand même très loin des hauteurs atteintes dans les Alpes. Merci beaucoup Hakim et à bientôt évidemment. Alors pour la suite de ce voyage au sommet, nous partons maintenant au Brésil, un pays bien plus réputé pour ses plages ensoleillées que pour ses stations de ski, vous le savez. Et oui, difficile de trouver de la neige en plein été austral par exemple, mais pas de quoi décourager les amateurs de glisse qui ont trouvé une alternative pour le moins originale. Bonjour Fadi, alors je crois que le marchand de sable est passé chez vous. Oui, bonjour. Oui, nous sommes à plus de 20 000 km de la Corée du Sud et des Jeux Olympiques d'hiver. Ici, vous l'avez dit, l'été austral bat son plein. Il fait plus de 40 degrés dehors. Mais les Brésiliens comptent quand même s'offrir l'adrénaline de la descente. Ski, luge, snowboard. Vous allez voir que le Brésil n'a rien à envier à la neige. C'est un reportage réalisé par Marie Dengagbe et Caroline Leduc. Loin du Mont Blanc et de ses pics enneigés, bravant le sable et le soleil, ils partent à l'assaut de leur prochain défi sportif. Et non, ce n'est pas un mirage. Qu'est-ce que vous allez faire ? Là, je vais skier dans le sable. Rampe de saut, figure, 3-6. Les dunes de sable sont le terrain de jeu de ces champions. Ils s'y sentent comme à la montagne. Ou presque. Au Brésil, il n'y a pas de neige, alors pour s'amuser pendant l'année, on fait ça. C'est ce qui se rapproche le plus des sports d'hiver. Et ça nous permet de ne pas avoir trop la nostalgie de la neige. Le sandski et le sandboard, cousins ensoleillés des sports d'hiver. Des disciplines identiques, à un grain de sable près. Le fond de la planche est du formica. C'est la matière qui glisse le mieux sur le sable, alors qu'en snowboard, c'est du plastique, un type de plastique. Et en snowboard, il y a aussi une bordure en acier qui sert à couper la glace. Si l'idée a surgi il y a 40 ans aux États-Unis, pour Di Giacomo Diaz, 4 fois champion du monde, la discipline doit beaucoup au Brésil. L'idée de faire une planche spécialement faite pour le sable est née ici, à Florianópolis. Ville insulaire du Sud, Florianópolis est la deuxième destination touristique du pays. Réputée pour ses plages de surf, elle a su tirer profit de ces dunes vertigineuses, même si l'infrastructure est encore rudimentaire. Vous vous asseyez, vous mettez les pieds ici, et c'est bon. Il faut compter 5 € l'heure de location pour profiter de la mer de sable, entraînement inclus. Venez, on va commencer par la descente la plus courte, pour les débutants. Appuyez bien sur votre jambe de devant pour aller tout droit. Quelques conseils, et la magie semble opérer. J'ai adoré. Ça va vite ? Ici, c'était déjà rapide. Alors cette piste-là doit l'être encore plus. Ça fait même un peu peur quand on n'est pas habitué. Vous avez déjà skié dans la neige ? Non, mais maintenant je veux le faire. Un sport magique qui se partage aussi en famille. Comme pour Clayton et ses enfants venus profiter des pistes. À la sueur de leur front. Il n'y a pas d'ascenseur. Ici, ce qui est pénible, c'est quand il faut remonter. On meurt de chaud, c'est très fatigant. Ici, il n'y a pas de téléphérique. On en aurait bien besoin. C'est de bon côté des stations de ski. Il y a des téléphériques pour pouvoir remonter la pente et on a juste à la descendre. Impossible d'installer des infrastructures sur ces dunes protégées. Mais même sans remontée mécanique,
les sports d'hiver en short et pieds dans le sable font de plus en plus d'adeptes. Du coup, je me pose une question, Fanny, ce sont les Brésiliens qui ont inventé ce sport ? Ah non, les Brésiliens se vantent d'avoir inventé pas mal de choses, mais là, non. Il faut dire que l'origine du sandboard est assez floue. Il paraîtrait qu'il serait né dans l'Antiquité. Les Égyptiens, à l'époque, descendaient leurs dunes de sable pour s'amuser avec des planches en bois. Plus officiellement, eh bien, cette discipline est née en fait aux États-Unis. Ce sont les snowboarders qui, s'ennuyant hors saison, s'amusaient à descendre leurs dunes. Cependant, la ville de Florianopolis, vous l'avez vu, s'est autoproclamée berceau du sandboard. Il faut dire que c'est eux qui ont inventé la première planche adaptée au sable en 1986. Et je peux vous dire, vous l'avez vu, c'est une grande fierté. Bon, on l'a vu également, on s'en est rendu compte, il y a très peu de structures. Est-ce que ce sport a quand même, je veux dire, des chances de se développer ? Et oui, vous l'avez vu, impossible de mettre des structures permanentes sur ces dunes de sable pour plusieurs raisons. D'abord parce que, eh bien, vous l'avez entendu, il y a énormément de vent, donc ce sable est mouvant, les dunes changent constamment, donc c'est très difficile de s'adapter. Et puis d'abord, aussi, ce sont des zones protégées, des aires naturelles protégées, donc il est impossible de privatiser des pistes, ce qui est un inconvénient, mais aussi un énorme avantage pour nos professionnels riders qui, du coup, ont autant d'aires de jeu potentielles. C'est aussi beaucoup moins dangereux que les stations de ski, que la neige l'hiver. Et puis, nos professionnels eh bien, de ce sport, de ce snowboard, découvrent tout le temps, constamment, des pistes de sable, des dunes de sable dans le monde entier. Ils parcourent le monde entier faisant des expéditions de découverte, notamment en Amérique latine, qui est un superbe terrain de jeu. Au Pérou, par exemple, il existe plus de 3000 km de dunes de sable. C'est autant d'aires de jeu pour nos riders des dunes. Depuis 20 ans, le sport s'est tout de même développé. Il existe une Coupe du monde annuelle du sandboard. Je ne serais pas surprise un jour de voir la discipline aux Jeux Olympiques, peut-être d'été. Oui, et puis peut-être, Fanny, que les Brésiliens iront s'entraîner sur les dunes de Namibie, les plus hautes du monde quand même. Merci beaucoup, gardez votre joli sourire et à très bientôt. Allez, pour le prochain slalom, on part à 4000 mètres d'altitude sur les pentes de l'Himalaya. Bonjour Nicolas. Alors malgré une station de ski parfaitement équipée, j'imagine que les sports d'hiver ne font pas encore partie du paysage en Inde. Disons que ce n'est pas la première chose qui vient à l'esprit en évoquant le pays. Et oui, effectivement, Laurent, bonjour. Pour beaucoup, l'Inde, ce sont les chaleurs écrasantes ou même parfois les torrents de pluie lors de la mousson en été. Mais on oublie que l'Inde, c'est aussi la neige. Et pour cause, le pays est aussi traversé par l'Himalaya, dans le nord, près de la frontière avec le Népal et le Pakistan. Et donc, le pays possède lui aussi sa station de ski. Alors, tout en bas, vous trouverez les débutants, les Indiens, qui n'ont la plupart du temps jamais vu la neige. Mais au sommet, ce sont les plus aguerris qui s'élancent parfois depuis des hélicoptères à 4000 mètres dans une poudreuse à vous faire pâlir d'envie. Visite guidée tout de suite avec Hélène Ekman et un commentaire de Marine Giraud. C'est leur première fois. Premier coup de bâton, première glisse et première chute. Jusqu'à aujourd'hui, ces touristes indiens n'avaient encore jamais chaussé de ski. Ils ont choisi de parcourir des milliers de kilomètres pour passer leurs vacances dans l'Himalaya. Au programme, pour ces débutants, cours de chasse-neige sur du plat, version indienne. Quand tu veux t'arrêter, tu ouvres tes skis comme ça, comme si c'était une part de pizza. Je vis à Bombay et là-bas, il n'y a vraiment pas de neige. Il fait vraiment très chaud, donc là, le temps, ça nous change. Et j'adore ça. Je viens surtout pour mes enfants, qui ont 6 et 11 ans. Ils sont là avec moi pour la première fois et j'espère que dans les 2-3 ans à venir, ils seront de bons skieurs et qu'on pourra venir skier en France. Fais la pizza. Fais la pizza. En attendant les pistes françaises, il leur faut s'entraîner. Car en Inde, les sports de neige sont encore très méconnus. En Inde, 95% des gens ne savent pas ce qu'est le ski. Quand ils viennent ici, ils voient la neige et les skis pour la première fois. Alors pour eux, c'est extraordinaire. Moi, je veux apprendre aux Indiens à skier pour promouvoir le ski en Inde. La station est perchée à 2650 mètres d'altitude, au cœur du Cachemire, dans le nord de l'Inde. À 80 km de là, la frontière pakistanaise fait toujours l'objet d'un conflit. En janvier, un regain de tension a fait encore 8 victimes, dont 6 civils.
Mais à Gulmarg, on oublie la guerre. La station propose un domaine skiable de près de 10 km². Pour y accéder, les vacanciers empruntent l'attraction qui fait la fierté de la station, ses télécabines. Allez, rendez-vous là-haut. L'arrivée sera à 4000 mètres d'altitude. Sur les cabines, le logo de Poma, l'entreprise française qui a équipé la remontée mécanique. Ce sont les premiers télécabines installés en Inde. Chaque année, ils sont empruntés par plus de 500 000 personnes. Le jour où on a inauguré ces télécabines, c'était le plus haut du monde. Et donc, bien sûr, ça attire des personnes du monde entier. Au sommet, place aux pros. Ceux qui, comme Yannick, viennent pour le hors-piste. Chaque hiver, ce Québécois s'installe pendant 3 mois à Gulmarg. Yannick a même créé un site internet dédié à l'offre touristique de la station. Que c'est beau! Je crois pas que ça va vraiment devenir un gros centre de ski comme en France ou au Canada avec des dizaines et des dizaines de remontées. Ça va rester un petit joyau pour les gens qui sont passionnés de poudreuses et de grosses montagnes. Au cœur de la saison, il ne serait pas plus de 200 touristes étrangers à Gulmarg. Yannick peut profiter d'un terrain de jeu inouï, presque tout à lui. Vous avez vu, l'Himalaya quand même. Merci beaucoup Nicolas et à bientôt évidemment. Alors, pour le dernier bol d'air, nous partons dans une région pas franchement associée au sport d'hiver et au froid. Et pour cause, puisque nous partons au Proche-Orient. Bonjour Franck. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il y a de la neige et on peut parfaitement y skier. Bonjour Laurent, non seulement il y a de la neige et il neige parfois même extrêmement fort. J'ai à titre personnel le souvenir d'avoir traversé fin 2016 2 énormes tempêtes de neige, une en Syrie et l'autre au Liban. Cette neige a permis la création d'une poignée de stations de sport d'hiver et nous vous emmenons ce matin dans l'une d'entre elles. Elle est située à 2200 mètres d'altitude sur le plateau du Golan, cette région annexée par Israël en 1981. Alors, pour être très franc avec vous, Laurent, il ne faut absolument pas rater la très courte fenêtre de ski qui s'ouvre chaque hiver, car elle peut parfois se limiter à une dizaine de jours. Alors forcément, ces jours-là, il y a beaucoup de monde sur les pistes, comme vous allez le constater dans ce reportage préparé pour vous par Maxime Pérez et Anthony Lem. C'est une oasis de neige dans une région chaude, où l'hiver ne trouve jamais longtemps sa place. Aux confins du plateau du Golan, la station de ski du Hermon se dresse entre les montagnes de Syrie et du Liban. Bienvenue dans l'une des seules stations de ski du Moyen-Orient. Allez, suivez-moi. La station a ouvert ses portes dans les années 70. Elle est aujourd'hui un lieu incontournable pour les Israéliens. En pleine saison, le site accueille jusqu'à 25 000 visiteurs par jour. On essaie d'améliorer en permanence nos infrastructures. Mais la saison est très courte ici à cause du climat. On est un peu limité. Allez, top là, bonne chance mon bonhomme. Le Hermon abrite une demi-douzaine de pistes, bien loin des grandes stations alpines. Mais la clientèle plutôt familiale semble y trouver son compte. C'est notre première fois ici. Quel bonheur! En haut des pistes, à plus de 2200 mètres d'altitude, les amateurs de glisse peuvent faire des rencontres assez inhabituelles dans un lieu de plaisance. Ces soldats en combinaison, armés d'un fusil mitrailleur. Ils sont là pour surveiller la frontière avec la Syrie, car ici, la guerre n'est qu'à quelques kilomètres. On essuie parfois des tirs de roquettes. La ligne de front, elle est là, juste en contrebas. Si vous vous rendez sur le Hermon, ne soyez donc pas surpris d'apercevoir au loin ces postes militaires d'observation. Mais à vrai dire, le personnel de la station a une autre préoccupation. Qu'est-ce que tu fais sur cette piste noire? Tu sais skier? Pas trop. Bon allez, redescends avec le télésiège. On a beaucoup de blessés ici, mais ce n'est pas parce que les pistes sont spécialement compliquées. En fait, ce sont les gens qui ne sont pas très doués. En attendant de pouvoir se risquer au slalom, l'école de ski du Hermon est un passage obligé pour nombre d'Israéliens. Comme ce couple
venus du sud du pays. Ah, c'est pas terrible. On essaye de sauver un peu les apparences. Allez, on garde les skis bien parallèles. En Israël, skier, ça n'est pas trop dans la culture. Ici, les gens sont plus habitués à surfer sur l'eau que sur la neige. Sur les pistes, nous retrouvons tout de même quelques skieurs plus confirmés. Heureux de pouvoir profiter de quelques jours de neige. On prend ce qu'il y a à prendre, même si ça n'est qu'une ou deux fois par an. Super. Vous êtes prêts les enfants? Installé en Israël depuis peu, ce père de famille a plutôt l'habitude des pistes de Suisse. Mais il reconnaît au lieu un certain charme. On est à 2h30 de Tel Aviv, ce qui fait qu'on peut venir passer une journée ici très facilement, avec des pistes qui sont relativement bonnes. Après quelques descentes, la petite famille se retrouve au pied des pistes pour une courte pause déjeuner. 2 jours de repos, break, c'est un break du travail, relax. Les enfants et le mari, eux, ils profitent de la neige. Derrière la légèreté ambiante et la douceur de ces pistes souvent ensoleillées, l'avenir de cette station de ski reste un enjeu géopolitique. La Syrie rêve toujours de reconquérir ce territoire annexé par Israël au début des années 80. Oui, et puis Franck, dans la région, il y a d'autres pays où l'on peut skier. Je pense, vous en parliez tout à l'heure, je pense au Liban, avec la station des Cèdres, El Arz, si j'ai bonne mémoire, par exemple. Oui, tout à fait. On peut skier dans plusieurs pays au Moyen-Orient. On peut skier en Turquie, en Iran et même parfois en Irak. Mais vous l'avez dit, les stations de sport d'hiver les plus populaires, les plus appréciées se situent au Liban, à une 50aine de kilomètres, 1 heure de route à peine de Beyrouth. Des milliers de Libanais y viennent chaque hiver, des Libanais mais aussi des Syriens qui, quand ils en ont les moyens, bien sûr, viennent le temps d'un week-end oublier la guerre civile dans leur pays sur les pentes enneigées du mont Liban. Et puis, dernière anecdote, Laurent, puisqu'on est en période de Jeux Olympiques d'hiver, sachez qu'il y a actuellement 25 athlètes issus du Moyen-Orient à Pyeongchang, en Corée. 25 athlètes, c'est à peu près le quart de ce que représente aujourd'hui la délégation française à Pyeongchang. Il y a donc une dizaine d'athlètes israéliens engagés pour l'essentiel dans les compétitions de patinage artistique, 8 Turcs, 4 Iraniens et même donc 3 Libanais engagés en ski de fond et en ski alpin. Dernière précision, Laurent, aucun de ces 4 pays du Moyen-Orient n'a jamais réussi à glaner une médaille aux Jeux Olympiques d'hiver. En tout cas, à l'heure à laquelle on enregistre cette émission, on leur souhaite bien évidemment bonne chance puisqu'il reste environ 8 jours de compétition. Eh bien, bonne info, merci Franck. On va les surveiller tout particulièrement avec Jean-Sébastien Fernandez, qui est pour nous, pour France 2, pour Télématin, là-bas, à Pyeongchang. Mesdames, messieurs, donc fermeture des pistes, bah oui, il est l'heure, vous ne pouvez pas rester là. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir fait découvrir les stations de ski. Franchement, pas comme les autres. Très bonnes vacances à toutes et à toutes, ceux qui ont la chance d'en profiter, bien sûr. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais rendez-vous dès lundi, 6h30. C'est Damien Thévenot que vous retrouverez, qui vous accueillera bras ouverts. Bon week-end.